Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, je remercie l'association ML pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous et de discuter de ce syndrome des ovaires polykystiques. Alors, vous avez vu deux pertinentes présentations sur le syndrome des ovaires polykystiques d'un point de vue dermatologique et gynécologique. Et en fait, je vais parler du point de vue endocrinologique et surtout l'association au syndrome métabolique. C'est vrai que c'est des patientes qu'on voit tous, hein, que ce soit le médecin de famille, que ce soit le gynécologue ou l'endocrino ou le dermato, par des biais peut-être différents, par des demandes différentes. Mais en effet, c'est un syndrome qui est tellement intriqué avec des associations multiples que je pense que la prise en charge multidisciplinaire est nécessaire. Et en effet, il faut peut-être médicaliser les choses pour permettre à ces patientes d'améliorer leur qualité de vie et aussi de pointer les problèmes et les risques que vont encourir ces patientes tout en les rassurant, parce que c'est un syndrome qu'on va voir parfois très tôt dans la vie de puberté de ces patientes. Il faut les rassurer parce qu'elles sont très inquiètes. Elles voient sur Internet OPK et elles vont voir tout défiler sur les signes associés. Et surtout, quand elles se rendent compte qu'elles sont OPK, la première chose, c'est l'infertilité. Elles nous posent la question, nous, endocrinos, est-ce que je ne vais pas pouvoir tomber enceinte? Donc, il faut vraiment les rassurer pour leur expliquer, comme l'a dit professeur Miko, que c'est quand même des prises en charge simples de fertilité. Alors, je vais parler du point de vue métabolique. Et donc, je vais passer sur les choses qui ont déjà été dites. C'est vrai que l'OPK a une définition qui est clinico-biologique et on n'a pas besoin parfois de bilan hormonal ou de bilan échographique pour poser le diagnostic. Donc, c'est un trouble oligo- ou anovulatoire associé à différents symptômes. Alors, le cycle menstruel avec les problèmes de fertilité qui peuvent être des causes de consultation, un hirsutisme dans 2/3 des cas qui va contribuer à la consultation, le surpoids. Alors nous, on voit ces patientes pour le surpoids, pour l'insulinorésistance. Alors c'est une maladie qui va être longue, donc c'est une prise en charge qui va être longue. Au début, c'est une prise en charge ovarienne, mais enfin, nous, on voit parfois des patientes, même après l'âge de la ménopause, avec ce syndrome métabolique qui va s'installer. Et donc, on va voir plutôt les événements cardiovasculaires, le prédiabète et le diabète de type 2. Et comme l'a dit professeur Miko, le cancer de l'endomètre qui va être pris en charge parfois chez ces patientes. Alors, c'est une pathologie qui est fréquente, une patiente sur 10. Ici, dans la salle, il y a plusieurs patientes OPK. Et donc, c'est vrai que c'est une pathologie qu'il faut prendre en charge de manière adéquate. Alors, l'association fréquente à l'intolérance au glucose, c'est 30% des OPK. 3 femmes sur 10 vont présenter un prédiabète ou une intolérance au glucose. Le diabète de type 2 chez 10% des OPK et le risque relatif de développer un diabète de type 2 chez une femme OPK est 7 fois plus important que la population générale. Le risque de développer un diabète gestationnel chez une femme OPK est 2 à 3 fois plus fréquent et le syndrome métabolique chez la moitié des patientes OPK. Alors, les anomalies métaboliques sont liées, alors on va les définir, hein, c'est un tour de taille avec un périmètre abdominal maintenant qui a été redéfini par 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme. Donc, il faut mesurer le tour de taille et le périmètre abdominal de ces patientes. Alors, le syndrome métabolique, c'est aussi l'hypertension artérielle avec une tension artérielle supérieure à 13,85. Une insulinorésistance ou un diabète, on va voir comment le dépister, une hypertriglycéridémie avec des triglycérides à jeun supérieurs à 1,5 et un HDL qui est bas. L'OPK est associé bien sûr à un risque de développer un syndrome métabolique, ça c'est une vérité absolue avec, comme je vous ai dit, une patiente sur 2. Alors comment l'expliquer? C'est cette balance avec une hyperandrogénie liée à cette pulsatilité de la LH, mais aussi l'insulinorésistance qui sont intriquées avec une augmentation de la testostérone et la diminution de la SBG. Alors, quel est le dépistage chez l'OPK? Est-ce qu'on a des recommandations qui sont aujourd'hui retrouvées pour qu'est-ce qu'on doit dépister chez une femme OPK? Alors, les dépistages, malheureusement, n'est pas systématique, on n'a pas de grosses recommandations, mais il est important chez les patientes en présence de facteurs de risque, surpoids, obésité ou antécédents familiaux de diabète de type 2, de dépister le diabète. Alors moi, je vais dire peut-être chez toutes les patientes OPK parce que c'est pas cher payé. C'est pas un dépistage qui est cher et je pense qu'on va pouvoir dépister très tôt et en dépistant très tôt le diabète ou l'intolérance au glucose, on va améliorer la prise en charge. Alors l'index de HOMA a une très bonne corrélation avec le clan euglycémique insulinique
Il est aujourd'hui fait de manière assez de routine. Donc on va voir tout à l'heure, il est, je pense, intéressant de le dépister, de le prendre, de le prescrire chez ces patientes. Alors que ça soit pour la glycémie, les limites, c'est donc ce qui a été défini, c'est une hyperglycémie à jeun ou une HPO chez les patientes. Et on va voir, là, sur une étude qui était marocaine, sur une population marocaine, regardez la fréquence de l'hypertension artérielle chez l'OPK, elle est de 11%, la fréquence de la dyslipidémie, plus de 20%, et bien sûr, le surpoids et l'obésité, 17% 63% d'obésité, un surpoids dans 20% des cas. Et donc, du coup, il est important vraiment de dépister l'insulinorésistance et le prédiabète. L'index de HOMA est très élevé chez ces patientes et donc 27% des patientes vont présenter un trouble de tolérance glucidique. Ici, une étude marocaine au CHU de Casablanca. Alors, quels sont les mécanismes de l'insulinorésistance? Pourquoi il y a une insulinorésistance et pourquoi il y a une association de syndrome métabolique chez ces patientes? D'abord, cet hyperinsulinisme qui va être créé d'abord par les cellules ovariennes et qui va avoir une unité hypothalamo-hypophysaire, va avoir une augmentation de l'adiposité avec une stimulation de l'inflammation et une augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Par ailleurs, vous savez que les mauvaises règles de nutrition, l'hyperglycémie va aussi avoir une stimulation de toute la voie insulinique et bien sûr, sur le plan hépatique, une insulinorésistance qui va se créer. Donc, si on va voir un petit peu les conséquences de cet hyperinsulinisme ou de cette insulinorésistance, c'est d'abord au niveau pro-inflammatoire. Vous savez que les patientes métaboliques ou les patients métaboliques qui ont un syndrome métabolique ont un syndrome inflammatoire à bas bruit. Ils ont une CRP augmentée parce qu'ils ont une stimulation, un afflux des adipokines et une obésité. Alors, sur le plan cardiovasculaire, l'athérosclérose, l'hypertension artérielle et les cardiomyopathies. Sur le plan musculaire, une glucotoxicité avec une intolérance au glucose, ce qui va créer le rationnel du diabète de type 2. Sur le plan cancéreux, vous savez que ces patientes avec insulinorésistance vont avoir un risque plus élevé de cancer de l'endomètre, mais pas seulement, aussi le côlon, l'œsophage, le pancréas, le rein, et donc chez le patient de sexe masculin qui a une insulinorésistance, la prostate. Sur le plan rénal, une hyperfiltration, et donc sur le plan métabolique, une stéatose hépatique. Alors, cette insulinorésistance, quels sont les symptômes? Elles vont se plaindre de quoi, ces patientes? Elles vont se plaindre en fait de signes excessifs de diurèse avec des urines fréquentes, une augmentation du poids de manière injuste. Elles se plaignent, ces patientes, d'avoir en fait de manger, on va dire, pas forcément plus que les autres patientes et elles vont prendre plus de poids. Vous allez retrouver des signes d'insulinorésistance cutanée, donc l'acanthosis nigricans, ou cette accumulation un peu noirâtre, brunâtre au niveau des plis. Vous allez retrouver de la fatigue, parfois des cravings ou carrément des malaises hypoglycémie fonctionnelle. C'est des patientes qui viennent vous voir en fin de matinée. Vous allez retrouver des glycémies basses liées à cet hyperinsulinisme fonctionnel et réactionnel, surtout quand elles vont prendre leur petit déjeuner, donc surtout le matin. Et ces malaises, il faut les expliquer parce que c'est lié à l'hyperinsulinisme et c'est ce qui crée le prédiabète et également le diabète de type 2. Alors, comme je vous ai expliqué, sur le plan des mesures, ce qui a été recommandé, c'est la glycémie à jeun, mais l'HPO. Donc l'HPO est importante avec 75 grammes de sucre, mais cet index de HOMA qui aujourd'hui est fait de manière routinière et qui est intéressant. Sur le plan dyslipidémique, une augmentation des triglycérides et une baisse de l'HDL cholestérol. Alors une fois que vous avez fait le diagnostic, comment prendre en charge ces anomalies métaboliques de l'OPK? Oui, la diète et le changement de lifestyle. Et on va s'attarder un peu parce que ces patientes, il faut effectivement leur expliquer leur mode de vie alimentaire et comment pouvoir avoir une alimentation saine et équilibrée avec, bien sûr, une stimulation de l'activité physique. D'abord, il faut leur expliquer que ce n'est pas une question de restriction calorique, mais c'est une question de index glycémique. C'est vraiment le sucre le souci, parce que la stimulation par le sucre du récepteur de l'insuline va entretenir le cercle vicieux de l'hyperinsulinisme et ça va aggraver les signes d'hyperandrogénie d'un côté et les signes d'insulinorésistance et des troubles métaboliques de l'autre. Alors, les données OMS, c'est pour reprendre un petit peu, au Maroc, on a une grosse consommation de pain. 365 grammes de pain par jour, alors que ce qui est recommandé, c'est 150 grammes.
Ce qui est aussi recommandé en termes de sucre, c'est 25 grammes de sucre, alors qu'au Maroc, là c'est des données marocaines, on est à 95 grammes de sucre. Alors j'insiste sur le pain parce que le pain acheté en boulangerie est riche en sucre. Il faut donc privilégier le pain à la maison avec des farines complètes, parce qu'il y a plusieurs patients qui nous disent alors on prend le pain de la boulangerie complet, mais là il est bourré de sucre quand vous voyez vraiment la teneur en sucre. Et puis j'insiste sur nos enfants, parce que ce syndrome d'OPK, on le retrouve chez les préadolescentes et les adolescentes, et donc le syndrome métabolique également augmente chez les patients, donc chez des jeunes enfants à partir de l'âge de 10 ans, et donc c'est important de restreindre la quantité de sucre. Donc j'insiste, c'est pas autant la restriction calorique, on parle pas de régime, on parle pas de restriction calorique, on parle d'index glycémique, et surtout vraiment la participation de cet index glycémique de nos aliments. Alors la composition des repas, je passe 2-3 repas qui sont le plus équilibrés, éliminer bien sûr les sucres rapides, en termes de quantité d'huile, privilégier les huiles végétales. Je vais carrément vous montrer ici sur le plan carrément fondamental, il a été privilégié et explicitement dans des études l'insulinosensibilité par les acides gras non saturés, donc notamment l'huile d'olive par exemple ici, ou tous les extraits de huile végétale sans acides gras saturés. Tout ce qui est riche en anthocyanine va pouvoir augmenter la pipergamma, qui sont en fait la molécule de la pioglitazone, et qui va diminuer la lipotoxicité directe des cellules, et donc cet afflux d'adipokines qui va créer l'insulinorésistance. Et donc là, ça a été montré clairement que tout ce qui va être plutôt source d'acides gras saturés, donc tout ce qui va être fast-food, tout ce qui va être plat en sauce, tout ce qui va être plat plutôt raffiné et fait, va être riche en ces acides gras saturés, qui va stimuler la médiation du gène de transcription de l'acétylméthylcoenzymase et qui va augmenter la stimulation de la sécrétion d'insuline, et donc qui va avoir un effet sur la glucotoxicité, la tumorogénèse et l'athérosclérose. Donc il faut prendre en charge le poids, et j'insiste sur l'index glycémique. Vous savez que dans le syndrome métabolique, il y a quasi 30 à 60% des patients avec stéatose hépatique, et chez ces patients, d'autre part, diabétiques de type 2, cette association à la NAFLD, à la stéatose hépatique, la seule aujourd'hui, le seul traitement et la seule prise en charge, c'est la perte de poids. Perdre 5 à 10% du surpoids de nos patients va améliorer la stéatose hépatique de ces patientes métaboliques. Donc j'insiste, cesser le tabac, faire l'exercice, les huiles monoinsaturées, donc huile d'olive, huile de canola, les vitamines et les antioxydants, et bien sûr encourager la prise de molécules très très pauvres. Alors l'interférence avec les statines, et puis du coup on va parler un petit peu, le professeur, notre dermatologue nous en a parlé sur les statines, et effectivement elles ont un rôle intéressant sur l'insulinosensibilisation. Donc toujours pas de régime. Le mot régime, c'est important d'éviter cette frustration, parce que c'est des prises en charge au long cours. Donc entre le régime que le patient ou la patiente va avoir toute sa vie, c'est très important d'expliquer que c'est plutôt des règles hygiéno-diététiques. Donc j'insiste sur l'index glycémique des repas, aller vers de l'index glycémique bas et éviter les index glycémiques élevés. Et je vais faire un petit point sur les fruits, parce qu'en fait, on a beau expliquer aux patients, on nous a bien, peut-être à tort sur les médias, 5 fruits et légumes. Alors c'est pas 5 fruits, mais c'est 1 fruit par jour, ne pas dépasser 1 fruit par jour, et pas le soir. Pas de fruits après 18 heures, parce que ça a une accumulation directe sur le foie avec une glucotoxicité, une lipotoxicité et une accumulation. Et donc un fruit, c'est les parts en fait que j'explique ici. C'est un fruit de 200 grammes, une pomme, une poire, une orange. Quand il s'agit de clémentine, c'est peut-être 2 ou 3 en fonction de leur taille. Et puis les dattes, tmr, parce qu'on a introduit dans nos hygiène alimentaire tmr, et pour les patients tmr, c'est juste 4-5 tmrat, c'est rien du tout. Alors c'est vraiment 3 à 4 dattes maximum égale à un fruit. Donc si je prends 3 dattes, c'est un fruit. Donc je ne peux pas prendre et les fruits et les dattes. Tout ça donc dans la prise en charge du syndrome métabolique. Donc j'insiste, la prise en charge nutritionnelle est importante, vraiment très importante, que ce soit sur le plan de l'hyperandrogénie, de l'insulinorésistance, mais aussi sur les troubles de fertilité de l'OPK.
Alors ensuite, sur la prise en charge médicamenteuse. Alors sur la prise en charge médicamenteuse, vous savez que le syndrome métabolique, c'est une association de beaucoup de paramètres. Et donc, la base de ce syndrome métabolique, c'est l'insulinorésistance. Il faut sensibiliser notre corps à l'insulinorésistance et donc à l'insuline. Et pour cela, il y a plusieurs molécules. Alors d'abord, le chef de file, c'est la metformine. Alors la prise en charge par la metformine, c'est vrai que ça a été démontré dans des études que la metformine va sensibiliser à l'insuline. On ne sait pas encore comment d'ailleurs, parce que vous savez qu'il n'y a pas de récepteur de metformine sur le plan du foie ni sur les tissus adipeux, donc à mon avis c'est par une voie indirecte, mais pour l'instant on n'est pas encore certain du mécanisme. Mais en tout cas, dans le prédiabète et dans le retardement du diabète, il y a eu 20 essais, ici plusieurs études, metformine versus régime exercice ou metformine versus un autre antidiabétique oral, notamment il y a eu les glitazone. Et en fait, aujourd'hui, la metformine par rapport au placebo ou au régime ou à l'exercice réduit ou retarde le risque de diabète de type 2. Elle réduit, bien sûr, elle améliore la sensibilité à l'insuline. Malheureusement, on n'a pas encore l'AMM de la metformine dans le prédiabète, mais moi je pense que ça ne va pas tarder et que dans les recommandations qui vont arriver de l'ADA, on doit prendre en charge précocement les patients métaboliques et prédiabétiques. Et dans l'OPK, on utilise comme insulinosensibilisateur pour améliorer cette résistance à l'insuline qui va améliorer les autres paramètres. Alors, qu'en est-il des autres molécules dans le syndrome métabolique, dans l'insulinorésistance? Alors, je vais parler, alors les glitazones, malheureusement, on ne les a pas au Maroc. Donc, c'est des vrais insulinosensibilisateurs, je pense les insulinosensibilisateurs par excellence, malheureusement retirés au marché depuis le problème en 2008. Et en fait, on ne les a pas, même s'ils ont été retournés dans d'autres pays. Alors, je vais parler des hormones de l'axe antéro-insulaire, notamment les incrétines, puisque vous avez beaucoup de patientes qui, dans le cadre de la prise en charge pondérale, vont vous parler de ces molécules, vont vous parler des analogues du GLP-1. Alors, les analogues du GLP-1, il faut comprendre que c'est des effets pléotropiques qui vont agir sur le plan intestinal, qui vont être sécrétés par l'intestin et qui vont agir sur le plan estomac par la diminution de la vidange gastrique, sur le plan hépatique par la diminution de la néoglucogénèse et sur le plan musculaire et adipeux, c'est en diminuant en augmentant le stockage de glucose et donc en fin de compte, elles vont resensibiliser à l'insuline. Alors depuis qu'on a vu toutes ces stars se mettre aux analogues du GLP-1, la médiatisation de ces molécules s'est retrouvée de manière, on va dire, une information sur les réseaux sociaux et donc les patients vont vous parler de ces analogues. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces analogues du GLP-1 ont une indication dans le surpoids et l'obésité, donc surpoids IMC supérieur à 27 avec présence de facteurs de risque ou obésité IMC supérieur à 30 sans facteur de risque. Alors récemment, et donc on a carrément le tirzépatide qui est en fait le Mounjaro, vous entendez parler, des patientes le ramènent de pays comme l'Arabie Saoudite, Dubaï ou les États-Unis, et c'est ces doubles agonistes GLP-1, GIP, il faut juste que vous compreniez que ces associations mixtes d'analogues du GLP-1 et GIP qui vont avoir une action sur le cerveau en diminuant l'appétit et en augmentant la satiété. C'est des hormones de satiété, mais pas seulement. C'est des hormones pléotropes également qui vont agir sur le plan métabolique en sensibilisant à l'insuline. Et donc, ça a vraiment une action systémique. Ça va diminuer la glycémie, ça va diminuer les triglycérides, ça va avoir une amélioration carrément directement sur le foie en sensibilisant à l'insuline. Et là, des études carrément, que ce soit dans le diabète ou en dehors du diabète, regardez ici l'étude en dehors du diabète, regardez tirzépatide une fois par semaine dans le traitement de l'obésité directe. Et donc, c'est des patientes qu'on peut utiliser ces molécules dans le cadre du syndrome métabolique associé à l'obésité. Alors le dernier dont je voudrais parler, c'est le dernier qui a été publié, c'est le rétatutride, qui est le premier agent antidiabétique qui agit directement sur le foie stéatosique, puisqu'il va agir sur la NASH, le diabète et l'obésité. Là, c'est un triple agoniste qui va agir sur la NASH directe, et c'est le premier qui avait des résultats prometteurs, parce que vous savez que sur la cellule hépatique, le seul récepteur
qu'on a sur la cellule hépatique, c'est pas le GLP1, c'est pas la metformine, c'est pas le GIP, mais c'est le glucagon. On a des récepteurs directs sur le glucagon sur la cellule hépatique, et je pense qu'il va avoir un effet très intéressant sur la stéatose hépatique, qui jusque-là, on n'a aucun traitement direct sur la NASH. Et donc, ça va diminuer le stress oxydatif, ça va augmenter l'oxydation des acides gras et ça va améliorer la fonction mitochondriale hépatique avec un effet antifibrotique. Il y a eu carrément des biopsies où on est passé de fibrose F4 à F1 sur ces patients. Donc, n'oublions pas que la prise en charge du syndrome métabolique, c'est une prise en charge globale qui va non seulement prendre en considération les patients avec surpoids, bien sûr, et obésité, mais également la prise en charge de la dyslipidémie associée, la prise en charge de l'hypertension artérielle associée au syndrome métabolique. Parfois, ces patients sont tabagiques. Il faut bien sûr passer un temps important sur la diète et l'exercice physique, tout cela dans le cadre du coup d'une prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie pour votre attention.